Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur le choix de la dégauchisseuse raboteuse, et maintenant elle est arrivée. Avant de continuer, j'ai quelques explications à donner. Merci à tous pour vos commentaires sur la vidéo précédente, ils m'ont aidé à décider. La plupart des réponses conseillaient d'installer une prise 16 A de plus dans mon atelier pour élargir mes options. J'ai donc consulté un électricien qui m'a proposé d'acheter et d'installer des composants pour ajouter en toute sécurité une autre prise de 16 A à mon alimentation existante, faute de circuit disponible pour en créer une nouvelle. Je vais donc tirer un câble SWA de 2,5 mm depuis mon pilier au milieu de l'atelier, en passant par le grenier jusqu'à l'endroit où je veux installer la machine. Jésus, je suis trop vieux pour ça. J'ai également installé un commutateur de transfert pour choisir facilement entre ma scie sur table et ma dégauchisseuse raboteuse, toutes deux de 16 A grâce à un interrupteur. Il est peu probable que j'utilise la scie sur table et la dégauchisseuse raboteuse en même temps, mais mon électricien trouve cela plus sûr. Actionner un interrupteur ne me dérange pas, car je dois déjà venir de ce côté pour changer les clapets d'aspiration. Et la nouvelle prise 16 A peut aussi être fixée en place. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que mon électricien vienne tout câbler pour moi. Vous avez aussi remarqué que j'avais oublié 2 machines dans ma liste. Donc, juste pour être complet, il y a la Holzmann Hob 305 Pro, avec ses 2 tables relevables, ses 4 fers de dégauchisseuse et sa capacité de 12 pouces proposée à un peu moins de 2000 livres, et la Shepak Planner 331C avec une table relevable et 3 fers. Mais avec un prix d'environ 1200 livres, cela semble être une excellente option. Malheureusement, elle est en rupture de stock partout et je doute même qu'elle soit encore disponible à l'achat. De nombreuses personnes m'ont conseillé une machine à tête hélicoïdale plutôt qu'un couteau de rabot. N'en ayant jamais testé et voulant essayer, j'ai décidé d'en choisir une, limitant mes options à 5 machines. Je vais rapidement expliquer comment j'ai finalement pris ma décision. Donc, les nouvelles machines Record Power PT 107 HB avaient l'air bien. Mais la version à 26 lames est plus chère que l'équivalent chez Axminster, et elle n'a pas de levage de table unique. Donc, je l'ai retirée de la liste et je vais aussi retirer l'Axminster. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le bloc de coupe ne semble pas très solide avec seulement 24 lames, et j'ai des doutes sur sa puissance. La version à 44 lames est proposée à 2000 livres, et pour seulement 28 livres de plus, je pourrais avoir l'e-Tech avec ses 66 lames et un seul levage de table au lieu de 2. Donc, je l'ai aussi retiré de la liste. Ensuite, je penchais pour la Charnwood PT10S, la seule machine que j'ai vue en personne, car mon magasin local en avait une en exposition. Le problème, c'est qu'elle semblait être en rupture de stock dans la plupart des magasins, et que les magasins qui en vendaient la proposaient 150 à 200 livres plus cher. Alors, j'ai de nouveau regardé l'I-Tech 260 SS. Même si c'était le plus cher de ma liste initiale, dans les circonstances, il semblait offrir le meilleur rapport qualité-prix et il était aussi en stock chez Scott & Sargent. Encore une chose avant de jeter un œil à la nouvelle machine. Prenons un instant pour rendre hommage à l'Electro-Beckham HC260 que j'utilise depuis presque 10 ans maintenant. Merci pour tes services. Contreplaqué gratuit. J'ai enlevé le panneau arrière pour regarder dedans. Cet arbre épais en bas soulève la table de la raboteuse, et à droite se trouve le moteur de 2 kW. J'ajoute les pieds réglables au socle en tôle embouti, puis je commence l'installation de la base à roulettes, qui présente d'ailleurs de nombreux problèmes à corriger. J'aurais eu le temps de fabriquer une base à roulettes au lieu de perdre du temps à faire marcher ce truc et à soulever puis reposer la machine plusieurs fois. Heureusement, je n'ai pas payé pour ça. Scott & Sargent ont gentiment, ou pas selon le point de vue, inclus ceci gratuitement. Ils m'ont quand même prévenu que ce n'était pas le meilleur. J'ai dû caler les roues avec des rondelles pour qu'elles marchent vraiment. Et voyez comme les roues avant sont plus hautes que les arrières. Il y a un écart de 20 mm. Je fabriquerai quelque chose pour remplacer ça à un moment donné. De toute façon, je préfère avoir 4 roulettes pivotantes plutôt que 2. La base à roulettes a des leviers au pied, mieux que celle que j'avais chez Axminster avec ma scie sur table. Je nettoie les tables avec un peu de White Spirit, puis j'applique une cire à l'huile pour les protéger. Fait intéressant, la table d'entrée est lisse, tandis que la table de sortie a une sorte de grain. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, alors voici un test de rayure. Je vais l'allumer avant de faire quoi que ce soit d'autre.
juste pour m'assurer qu'il fonctionne. Le moteur démarre en douceur et fonctionne très silencieusement. Les tables en fente sont plus planes que celles de n'importe quelle machine que j'ai possédée. Honnêtement, elles semblent parfaites dans toutes les directions. Voici le système de levage des tables en action et le capot d'aspiration basculant qui se fixe sur cette goupille en mode raboteuse. J'étais un peu inquiet de voir un espace entre deux rails de chaque côté du lit de la raboteuse. Cela semble présenter un risque que le bois accroche en passant. C'est quelque chose que je sais que John McGrath a mentionné dans son excellente critique d'une autre machine, la Chalmwood W500 83, et je ne vois vraiment aucune raison pour laquelle ces rails ne pourraient pas être continus de l'avant à l'arrière. L'abaissement des tables se fait en relâchant le loquet et les charnières sont à ressort, donc ça descend de façon douce et fluide. L'ensemble dégage une impression haut de gamme et de qualité, avec un loquet de chaque côté qui s'accroche au boulon sous la table pour tout verrouiller. La capacité de la machine est d'environ 247 mm, aussi bien en mode dégauchisseuse qu'en mode raboteuse. À l'intérieur, on trouve des dents anti-recul et un rouleau d'entraînement en métal, ce qui m'a plu car celui de mon ancienne Electra Electro-Beckham était en caoutchouc. Il fonctionnait bien, mais s'est usé et j'ai dû le changer 2 fois en 9 ans. Ensuite, il y a ce magnifique arbre porte-lames hélicoïdal à 66 lames et un outil à tête Torx est fourni avec la machine pour changer ou faire pivoter les lames. Les lames se positionnent automatiquement là où elles doivent être. Il serait difficile de se tromper avec ce système. Enfin, on trouve un rouleau de sortie et l'arbre avec la goupille qui fixe le capot d'aspiration. Vérifions l'alignement de mes tables d'entrée et de sortie. Quand la table d'entrée est à 0, la surface entre les deux doit être parfaitement plane. J'utilise une règle et une feuille de papier pour vérifier les espaces, car je n'ai pas de cale d'épaisseur. Je voyais un espace près de la table d'entrée, à côté du bloc porte-couteau. Je regarde une vidéo sur la chaîne YouTube de Scott et Sergent, mais elle ne m'a pas vraiment aidé car elle n'expliquait pas l'utilité de chaque vis de réglage. Et il n'y a pas non plus d'instructions à ce sujet dans le manuel. Donc j'ai bricolé un moment avec. Heureusement, mon ami Stu de la chaîne YouTube Bish Bash Bosh a la même machine. Je lui ai écrit, il m'a aidé à comprendre. Si je fais le tour à l'arrière de la machine, c'est le côté de sortie réglé en usine. Normalement, il ne devrait pas nécessiter d'ajustement, mais cela peut arriver. Il faut d'abord se concentrer sur l'alignement des deux tables à l'arrière de la machine. Oubliez l'avant pour l'instant. Vous allez avoir besoin d'un bord parfaitement droit sur une pièce de bois à placer sur la table de sortie. Et si je fais tourner le bloc de coupe, vous devrez voir le mouvement et sur ma machine, cela fonctionnait parfaitement. Ensuite, toujours à l'arrière de la machine, vous allez devoir aligner votre table d'entrée avec votre table de sortie et pour cela, vous avez 6 vis de réglage à ajuster. 2 en haut ici, 2 à l'arrière et 2 en dessous. Je ne connaissais pas celles du dessous jusqu'à ce que Stuart Bish Bash Bosh me les montre, et elles sont extrêmement importantes. La première chose à faire est de desserrer ces 2 à l'arrière. En tournant la vis pointeau-droite dans le sens horaire, on abaisse le côté droit de la table. En tournant la gauche, on abaisse le côté gauche. Si je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le côté gauche du plateau descend, et si je la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il remonte. Si vous voyez que la marge de réglage est insuffisante, comme pour moi, je devais abaisser ce côté plus que ce que permettait la vis pointeau. C'est là que les vis pointeau en dessous deviennent utiles, car j'ai pu desserrer celle-ci et cela m'a permis d'abaisser encore plus ce côté. Après avoir aligné la table d'entrée avec celle de sortie, resserrez les vis pointeau à l'arrière. Ce ne sont pas des vis de réglage, elles servent juste à verrouiller ou déverrouiller la position. Si vous réussissez à aligner la table d'entrée avec la table de sortie et que votre arbre porte-couteau déplace ce morceau de bois comme je l'ai montré au début, alors vous faites partie des chanceux et vous pouvez passer au réglage du bord avant des tables. Sinon, si vous constatez que vous devez régler votre table de sortie, je vous suggère de consulter la vidéo sur la chaîne Bish Bash Bosh. Je laisserai un lien vers celle-ci dans la boîte de description ci-dessous. Avec l'arrière des tables alignées, je pouvais régler l'avant, ce qui nécessite quelques poignées, boulons et 3 panneaux à enlever. À ce stade, les 2 tables ne sont plus fixées ensemble. Actuellement, faire tourner le bloc porte-couteau à l'arrière déplace le contreplaqué d'environ 4,5 mm. Je souhaite ajuster l'avant pour obtenir le même effet, mais il ne le saisit ni ne le bouge pour l'instant. Le réglage du bord avant de la table d'entrée se fait en desserrant les écrous autour de ces vis de pression et en ajustant les vis, ce qui fonctionne de manière similaire au réglage à l'arrière, mais avec des écrous pour verrouiller le mécanisme une fois le réglage effectué.
Un petit réglage change beaucoup ici, mais les réglages de la table sur cette machine restent assez intuitifs une fois compris son fonctionnement. J'ai signalé ce problème à Scott et Sargent, qui m'ont assuré que les tables sont vérifiées et alignées avant expédition, donc l'utilisateur n'a pas à les régler. Mais quand on considère qu'une machine est déplacée sur une palette, puis transférée de la palette au sol par l'utilisateur, il semble peu probable qu'elle reste bien alignée. Même s'il est déconseillé de déplacer la machine par les tables, franchement, comment faire autrement? Ces œillets à visser sont fournis pour déplacer la machine à l'aide d'un palan, mais combien de menuisiers possèdent réellement un palan? Maintenant que mes tables sont bien alignées, j'espère simplement que l'ajout de ces composants de la butée n'affectera pas cet alignement. J'y reviendrai dans un instant. La butée lourde et solide s'emboîte à l'arrière. Au début, je n'ai pas réussi à l'installer, puis j'ai compris que la plaque de verrouillage avait été mise à l'envers. Après l'avoir retournée, le verrouillage fonctionne bien. La butée fournie avec cette machine est souvent critiquée, mais quand je pense à la machine que je remplace, la butée de mon ancienne machine laissait vraiment à désirer, donc celle-ci est en fait une grande amélioration pour moi. Les embouts permettent à la butée de s'ajuster parfaitement à 45 degrés et il est assez facile de la régler à 92. Le protège-arbre se fixe à l'extrémité de la table de sortie en fente, à l'aide de 2 boulons. Le protège-lame s'insère dans le support du bras. Le bouton arrière règle la hauteur et fonctionne très bien. Et il y a un levier avec un mécanisme à cam permettant de verrouiller le protège-lame en position ou de le mettre de côté. L'installation du support de fixation du guide a déréglé l'alignement des tables, j'ai donc dû tout réajuster. Mais une fois qu'on sait comment faire, c'est rapide et simple. Bien, je pense que nous sommes enfin prêts et installés pour faire une coupe. Et vous pouvez voir que je l'ai raccordé à mon caisson d'aspiration de poussière. Le tuyau flexible est assez long pour que la hotte d'aspiration pivote en mode raboteuse. J'ai réglé la table d'entrée À 1 mm et j'ai passé une pièce d'épicéa. La finition était exceptionnelle. Je vais maintenant essayer avec du chêne. Très bien. D'accord. Maintenant, je vais passer en mode raboteuse. Ah, Ce n'est pas bon. Je pense que ça veut dire que mon extracteur n'est malheureusement pas assez puissant pour cette machine. Maintenant, je devrais juste pouvoir retourner ça et tout sera beaucoup plus facile une fois que j'aurai installé la prise. Évidemment, pour l'instant, je branche derrière moi ici, alors branchons-le à nouveau. Cet affichage numérique pour la table de la raboteuse est une excellente fonctionnalité. Il permet une répétabilité précise quand c'est nécessaire. Je l'aime vraiment. Et ce levier ici sert à engager les rouleaux d'entraînement en mode raboteuse. Voici le résultat après un passage d'1 mm, j'ai voulu pousser la machine. Ensuite, je vais essayer 3 mm, ce que je ne fais jamais, pour voir comment le moteur réagit. Aucun problème du tout, et encore une fois, une excellente finition. Voyons comment l'aspirateur a géré les copeaux en mode dégauchisseuse. J'espère que c'était mieux qu'en mode raboteuse. Pour changer, évidemment, je dois déverrouiller la hotte d'aspiration, et la hotte ne se repliera pas complètement tant que la table de la dégauchisseuse n'est pas abaissée. Donc nous sommes actuellement à 38 mm, et j'ai déjà calculé que je dois descendre à environ 128 mm avant que cela ne bascule complètement. Voilà combien de temps cela prend en temps réel. Honnêtement, ce n'est pas trop mal. 128 et maintenant je peux le retourner. Waouh! Cette fois, l'aspiration a vraiment bien fonctionné. Environ 2 semaines se sont écoulées depuis que j'ai reçu la machine, et je l'ai utilisée intensivement. J'ai déjà passé des centaines de planches dans la machine, et voici ce que j'ai appris jusqu'à présent. Pour le snipe en mode raboteuse, si vous passez une planche à la fois, il reste très minime, juste une fraction de millimètre, comme ici. C'est similaire à mon ancienne machine. Avec le temps, j'ai appris à soulever doucement la planche en sortie, ce qui élimine le snipe. Donc, ce problème ne me gêne pas.
Si vous passez plusieurs planches à la fois, le snipe s'accentue et j'ai remarqué un léger mouvement de la table de la raboteuse lorsque le rouleau attrape la planche. J'espère que cela se voit dans le clip et que c'est la cause du snipe. J'en ai parlé à Scott et Sargent, qui ont confirmé que la table de la raboteuse a un peu de jeu. L'extraction est un problème pour moi, mais c'est surtout à cause de mon extracteur d'un cheval vapeur, pas de la machine high-tech. Son capot d'aspiration semble bien conçu. L'extraction ne semble pas avoir été ajoutée à la dernière minute, contrairement à beaucoup d'autres machines que j'ai utilisées. Le manuel indique qu'un débit d'air de 20 mètres par seconde est nécessaire pour cette machine, et à l'extrémité de ma gaine et de mon tuyau flexible, je n'obtiens qu'un peu plus de 12 mètres par seconde. C'est suffisamment problématique pour que je doive absolument faire quelque chose à ce sujet, ce qui est dommage car je viens tout juste de construire cette armoire et cette gaine autour de l'extracteur. J'ai une vidéo à part qui explique pourquoi, je mettrai le lien ci-dessous. Je vais donc devoir modifier mon système d'extraction. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sans hésiter. C'est une excellente machine. Merci à Stu de Bish Bash Bosh ainsi qu'à Scott et Sargent pour leur aide. Merci aussi de m'avoir regardé.